Jean-Pierre Guiton, on voit là, et c'est pourquoi j'ai choisi cette chanson, en dehors même de son charme, on voit là comment les cloches accompagnent toute la vie de nos ancêtres, depuis la naissance jusqu'à la mort, et au fond ça dépasse même le caractère religieux, ce sont des marqueurs de l'identité communautaire. Tout à fait, ce sont des marqueurs de l'identité communautaire, d'autant plus que les ruraux, les villageois, savent très bien que s'ils ne payent pas l'impôt, ou bien s'ils ont des ennuis avec le fisc, par exemple à propos de l'achat de sel de contrebande, la punition suprême, ça sera la descente de leur cloche, qui constitue précisément l'identité de la communauté d'habitants, l'identité du village. Alors, marqueur communautaire, certes, mais aussi instrument politique. La cloche sous l'Ancien Régime, la maîtrise du clocher et des cloches, c'est un peu la maîtrise de la station de radio, télévision maintenant, lors des putschs, n'est-ce pas, sur tel ou tel continent, oui, ou dans tel ou tel pays. Moyennant quoi, le pouvoir royal entend contrôler l'usage des cloches, soutenu très fermement dans ce domaine par l'Église catholique, qui entend aussi établir une hiérarchie entre les différents édifices qui peuvent sonner. Une collégiale sonne avant une simple église paroissiale dans une ville, par exemple. Il y a une concurrence entre la cloche et l'horloge, parce que la cloche scande aussi la journée, pas seulement les saisons de la vie des hommes. La cloche scandait et scande encore dans une certaine mesure dans quelques campagnes la journée. L'histoire de son déclin par rapport à d'autres instruments, et en particulier par rapport à l'horloge, mais on pourrait citer d'autres choses. Le tambour a été républicain au XIXe siècle contre la cloche réputée trop marquée par le catholicisme. Il y a aussi des instruments de communication tels que le télégraphe Chappe, qui, à partir de la Révolution, est un concurrent de la cloche pour annoncer les grandes nouvelles. On pourrait en parler longuement. Il faut quand même dire, de manière synthétique, que le 11 novembre 1918, ce sont quand même toutes les cloches, tous les clochers de France qui, pratiquement les premières, annoncent l'armistice. Et c'est peut-être un signe de l'absence de rupture, là aussi, me semble-t-il. Oui, les victoires sont annoncées par les cloches, et aussi les étapes de la vie des grands personnages, depuis la naissance du roi de Rome jusqu'à la mort fameuse du président de la République, Félix Faure. Oui. Oui, les étapes. Mais là aussi, je crois qu'on pourrait ajouter que le pouvoir royal a le sentiment que ce rôle des cloches n'est pas toujours très facile à contrôler, et il essaye de mettre en place des concurrents. Et là, nous sommes pas dans la logique que nous évoquions il y a un instant, le conflit entre les cloches catholiques, plutôt le passé, le tambour ou le télégraphe, plutôt républicain et plutôt l'avenir. On est dans la logique de rois malmenés par les événements qui essayent de mettre en place des concurrents aux cloches débridées à propos de tel ou tel événement politique, et c'est l'invention du Te Deum en 1587 par le roi Henri, qui revient d'une victoire facile et à qui on propose de faire une entrée dans sa capitale, comme on le faisait traditionnellement, au moins depuis les derniers siècles du Moyen-Âge. Comme la situation pour cause de conflits religieux est très instable dans le royaume de France, Henri n'en veut pas. Et il impose le Te Deum, qui est inventé à ce moment-là, c'est-à-dire une fête bruyante mais pas trop, avec des personnages, des participants bien encadrés, qui peuvent s'exprimer mais pas trop. Et puis après, il y a bien sûr une fête populaire qui sera plus bruyante, avec des tonneaux mis en perse, mais là aussi, les forces de l'ordre ont été déployées. C'est toujours cette volonté de maîtriser ce qui peut avoir un poids politique trop important. On est toujours installé, avec les cloches en particulier, à la rencontre entre la préoccupation religieuse et la préoccupation civile. Au XIXe siècle encore, il y a un usage civil des cloches. La loi municipale de 1884, qui, dans ses grandes lignes, régit encore les maires de nos 36 000 communes. Waldeck-Rousseau, ministre de l'Intérieur. Voilà, impose que le maire soit détenteur d'un trousseau de clés du clocher. Alors, je connais tel ou tel maire ruraux qui tiennent beaucoup à cette
j'allais dire ce privilège, j'ai tort, ce droit. Renforcé après 1905, dès lors qu'il revient à l'État d'entretenir les églises. C'est bien naturel que la clé reste dans la poche du maire. Du coup, on va jusqu'à sonner la réunion du conseil municipal dans beaucoup de villages. Il y a un usage civil, vraiment. Les réunions de la garde nationale, les scrutins, l'arrivée même du percepteur, la réunion de la justice de paix, l'appel des affouagistes. Dans toutes ces circonstances, le conseil de révision aussi. Oui, il apparaît loisible aux autorités civiles, municipales, d'utiliser les cloches. C'est tout à fait autorisé au XIXe siècle. Et l'usage s'en est perdu dans quelques villages du Massif central, assez tardivement en ce qui concerne la réunion du conseil municipal. Et en même temps, des cas assez nombreux où les cloches et leur sonnerie deviennent un motif de conflit entre l'église d'un côté et le maire de l'autre. On dirait Don Camillo et Pépone, pour reprendre les films fameux des années 50. Oui. Alors, les conflits, ils sont datés, bien sûr, historiquement. Il faut bien dire que, pour des raisons à la fois idéologiques et pour des raisons de souci de récupérer du métal, beaucoup de cloches ont été descendues au moment de la Révolution. Et ce fut une affaire grave parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était un marqueur identitaire. Ce fut une affaire grave aussi parce que ces cloches, on les transporte. Et pendant les transports, il peut arriver que le village voisin se serve. Il y avait une cloche particulièrement enviée, on en profite pour la soustraire à ce moment-là, et il y a une multitude de conflits croisés, et pas seulement entre révolutionnaires et anti-révolutionnaires, au moment des années 1793-94, surtout, c'est à ce moment-là que cela a culminé. Puis les autres périodes de conflits, c'est bien sûr autour ou après 1905, comme vous l'évoquiez il y a un instant. Alors nous allons venir aux efforts pour lutter contre le bruit, au désaccord sur ces paysages sonores des uns et des autres. Mais auparavant, je voudrais que nous restions un instant, Jean-Pierre Guthon, sur ce nouveau paysage que crée l'arrivée de la révolution industrielle. Les bruits manufacturiers, la diversité des bruits entre ingénieurs et poètes. Et j'ouvre ce moment de notre propos en vous faisant entendre une émission de 1952 due à Philippe Soupeau, le grand poète qui était en même temps un producteur éminent de la radio d'État. J'étais seul et triste un soir dans une chambre d'hôtel. Le robinet du cabinet de toilette était détraqué. Lorsque j'éteignis la lumière, en espérant dormir pour fuir les idées mélancoliques qui me donnaient l'assaut, j'entendais le bruit des gouttes d'eau, régulier, impitoyable. Bruit assez fort pour chasser le sommeil, assez puissant pour me fasciner. Écoutez-le. Entendez-vous ce grand murmure ? C'est la foule qui vous poursuit nuit et jour dans la vie et dans vos rêves, qui va vous absorber, vous dévorer, vous assimiler. C'est le grognement de la pieuvre sociale. Mais je ne l'entends pas. Vous voulez dire que vous ne l'écoutez pas. Vous avez peur d'elle sans l'entendre. Il y a tant d'autres bruits que vous croyez ne pas entendre et qui cependant agissent sur vous. Le monde des sons est si vaste qu'il ne faut pas tenter d'en survoler les immenses étendues. Ne prenons des exemples que dans le domaine, je ne dis pas exploré, mais seulement reconnu. N'est-ce pas l'enfance ? Est-ce l'adolescence ou le délire ? La vie des villages. La machine à coudre, le travail et ses servitudes. Ce ne sont que des bruits reconnaissables. Il y a aussi les bruits insolites, les bruits inconnus, les bruits possibles, les bruits conjugués. Une merveilleuse richesse. Seulement, il faut savoir écouter. J'écoute. Mais écoutez de toutes vos oreilles. Voici un bruit qui, lorsqu'il a été créé, ne signifiait rien, et qui, jour après jour, s'est gonflé d'un sens neuf, qui a pris une immense signification. Entendez-vous ? Télégraphe. Télégraphe morse.